Eh bien, bonsoir à tous et à toutes pour cette conférence du mercredi, cette conf du mercredi qu'on s'amuse et qu'on se régale à faire avec Geoffroy, mon ami, et des experts, comme ce soir. Je remercierai Pierre aussi tout à l'heure, je vous les présenterai, qui soit là pour donner toute sa connaissance, parce que tout le monde en a et c'est bien de l'amener aux autres, pas se la garder pour soi. Et Pierre, presque son défaut, c'est qu'il la partage trop et ça peut durer sur des... Mais c'est que c'est énorme parce qu'il y a beaucoup d'informations à récupérer et à prendre. C'est pour ça que le question-réponse, ça sera à la fin. On pourra poser toutes vos questions sur tout ce tout ce qu'on aura partagé. Et ça sera fondamental. Et essayer de noter, prendre le plus de connaissances pour après peut-être vous le partager autour de vous aussi. Donc ce soir, je suis accompagné donc de Geoffroy. Geoffroy, c'est mon partenaire, mon ami, qui a fait un marathon d'ailleurs ce week-end à Barcelone. On est tous les deux sportifs. Donc lui, il fait des distances petites et moi, je fais des distances un peu plus longues. Mais il est aussi dans le soin. Il est dans l'ostéothérapie et ancien aussi sportif de bon niveau. Et donc on s'amuse à faire, nous, à vous informer les gens. Hop là, je vais couper les vaisseaux, à informer les gens justement sur la santé, sur l'apport métabolique qu'on peut amener euh, et une vraie connaissance de l'être qu'on est, quoi, et apporter ce qu'il faut. Et ce soir, là, le concept, c'était de partager les cyanobactéries, donc une cyanobactérie en particulier qu'on connaît presque tous, mais pas dans le détail. Parce que c'est extrêmement. Il y a plein de détails dans cette cyanobactérie que Pierre pourra nous amener. Moi, je suis de Perpignan, je suis sportif et aussi enseignant par parallèle et surtout passionné par la santé et le bien-être depuis maintenant quelques années. Pourquoi? Parce que j'ai vu des bienfaits sur moi-même et c'est pour ça que je le partage. Tout simplement. Euh, Par passion, oui, et par surtout conviction d'aider les gens, tout simplement. Donc je vais te laisser la main, Geoffroy, pour lancer un peu les débats et te Eh bien, représenter bonsoir. peut-être. Bonsoir à tous. Merci, merci Julien pour pour le démarrage de cette présentation. Effectivement, ce soir, on va parler de cyanobactéries, plus précisément d'une qui fait un peu notre quotidien dans notre dynamique et dans l'industrie, c'est la spiruline. Et c'est une micro-algue avec des méga bénéfices, effectivement. Alors moi, je vais passer sur la partie présentation et puis ensuite sur la partie un peu plus technique de la cyanobactérie, excusez-moi. On aura Pierre qui vous donnera toutes les informations parce que Pierre, c'est un spécialiste du sujet. Au-delà d'être consommateur, il a été, et je ne m'abuse pas, si tu as été producteur, c'est ça, Pierre? Eh, Donc voilà. Exactement pendant 2 ans. C'est Voilà. super. C'est super. Donc voilà, il a été producteur, donc il connaît très bien le sujet. Donc vous aurez un vrai spécialiste. Et puis Julien clôturera ensuite en vous présentant les bienfaits, d'autres bienfaits de la spiruline et puis des tests sanguins et l'impact sur justement certains tests sanguins. Sans plus tarder, un petit peu d'histoire. Pour faire simple, et tenter de faire simple en tout cas, la spiruline, ça a 3,5 milliards d'années. D'accord? Alors, ça date pas d'hier, on est bien d'accord, c'est l'un des premiers organismes phytosynthétiques sur Terre. Donc, c'est consommé à l'origine par les Aztèques. Alors, le lac Texcoco, voilà. C'est récolté et séché pour faire des galettes. À l'origine, ça sert à ça. C'est séché pour en faire des galettes. Et à l'image un petit peu des algues qu'on retrouve dans les maquis japonais, par exemple, et bien voilà, ça sert à la même chose. Permet de faire des galettes pour pouvoir les manger et donc quelque part une valeur nutritionnelle intéressante. On a une production aussi au Tchad il y a très longtemps euh, et la récolte encore dans le Tchad aujourd'hui sous forme de dyé. Alors le dyé, vous irez chercher un petit peu, mais si je ne m'abuse, c'est une boisson, si je ne m'abuse. Voilà, donc ça a suivi son cours dans ces pays-là. Ça n'a pas été trop étudié pendant une longue période, jusque dans les années 60 par certains chercheurs. Et aujourd'hui, c'est reconnu comme un excellent nutriment, un super aliment. Et on lui donne beaucoup de noms, de surnoms. On valorise ça à grande échelle. Il y a des études qui ont été faites dessus. Mais il est important aussi d'avoir un petit regard sur l'histoire récente justement de la spiruline, parce il y a des choses qui sont dites et il y a des choses qui sont quelque peu erronées. Et soyons justes et recadrons
le sujet en étant tout à fait honnête. Voilà. Donc on entend souvent dire qu'en 1974, l'OMS a déclaré que la spiruline, c'était le meilleur aliment pour l'humanité. Alors, c'est pas tout à fait ça qui a été dit. C'est pas non plus le super aliment qui va changer la face du monde. Voilà, c'est un petit peu faux. Effectivement, il y a des choses qui ont été dites, mais dans la déclaration officielle de l'OMS en 1974, eh bien, il n'y a rien de tout ça. On n'en parle pas comme ça, en fait. Il n'y a pas de trace d'une résolution formelle à l'ONU ou à l'OMS que la spiruline, c'est un super aliment ultime et ainsi de suite. En revanche, il y a bien eu des études scientifiques, d'accord, et à l'intérêt international pour les microalgues, dont la spiruline. Il faut recadrer le côté un peu récent de l'intérêt depuis les années 70 pour lutter contre la malnutrition. C'est en ça qu'en fait l'ONU a reconnu la spiruline comme aliment intéressant pour lutter contre la faim. D'accord? Et ensuite, ça a été validé aussi par l'OMS au niveau de la qualité nutritionnelle et de l'intérêt comme complément alimentaire. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Il ne faut pas se tromper. Parce que il y a ce qui est dit et ce qui est retracé et écrit. Et voilà, il faut être juste vigilant sur l'histoire et sur les éléments officiels. Voilà, c'est comme tout. Quand il n'y a pas de traces, on en dit plein de choses. Il y a un côté marketing aussi derrière ça. Donc, voilà, faut être juste vigilant et soyons justes pour bien introduire le propos du jour. Je vais continuer un petit peu sur la partie des lieux et des paramètres de culture. Moi, je vais passer deux slides à nouveau, et puis ensuite, je laisserai la main à Pierre. Donc, les lieux de culture au niveau mondial, d'accord, il y a quand même quelques grands pays qui sont producteurs, les États-Unis, 27%, la Chine, l'Inde, le Pérou, Vietnam, ça représente 53% de la production mondiale, 4% pour la France, et puis les autres pays, c'est 17%. Alors, ce qui est important à savoir et à comprendre à travers ça, c'est à travers ces chiffres-là, c'est que toute la spiruline qui peut être vendue dans notre pays, bah, n'a pas forcément pour origine la France. D'accord? C'est pas parce qu'on écrit Made in France qu'elle a été vraiment cultivée en France. Soyez vigilants, elle n'a pas toujours la source nationale. Voilà, il y a des sources qui viennent d'ailleurs. Et si ça vient d'ailleurs, ça peut être cultivé avec d'autres intrants, peut-être des produits chimiques, peut-être d'une façon un peu moins bonne, avec plus de polluants dans les terres et ainsi de suite. Donc, soyons vigilants quand on va chercher de la spiruline. Ensuite, il y a des paramètres de culture qui sont aussi importants parce que ça reste une cyanobactérie. L'algue se développe avec le soleil, en contact de l'eau, et ainsi de suite, avec une luminosité, et ainsi de suite. Donc, le pH optimal, entre 8,5 et 11, la température de l'eau optimale de 30 à 37 degrés, une luminosité environ 12 heures par jour, et puis un séchage bien spécifique. Dans ce paramètre-là, il y a quelque chose qui est important à prendre en compte, c'est que la spiruline française, vous comprenez bien qu'une température d'eau optimale entre 30 et 37 degrés, eh bien, on n'en trouve pas partout. Euh, Ni dans le centre de la France, ni dans le nord de la France, et pas forcément dans le sud de la France non plus. Donc, il y a obligatoirement des éléments extérieurs qui viennent jouer pour faire en sorte que cette température soit assez élevée. Voilà. On a des modes aussi donc, de culture, bien sûr, mais pour le séchage ensuite, donc il faut bien comprendre la dynamique, comme vous la voyez là, c'est cultiver. Alors, juste, Julien, si tu peux revenir avant. Merci. Voilà, c'est cultivé dans les bassins. Et ensuite, il y a la prolifération de l'algue que vous pouvez voir en bas à droite. Ensuite, il y a un mode de récupération. Donc, on va avoir la spiruline qui va être encore humide. Et puis ensuite, il va y avoir des bagues de séchage. Voilà, ça dure à peu près, si je ne dis pas de bêtises, c'est à peu près 90 jours. Tu me confirmeras, Pierre, après. Mais c'est à peu près ça? Oui, ça dépend. Avec une extrudeuse, tu fais comme la chair à saucisse, on fait des spaghettis Ouais. et c'est séché en fonction des fours solaires, de ce qu'on utilise en dessous de 41 degrés, ok? Et c'est ce qui se pratique le plus, quoi. Après, je vais revenir dessus parce que de la culture elle-même et dans le process de culture, il y a une étape
hyper importante, c'est le séchage. Mhm. Et dans les grandes cultures, Earthrise aux États-Unis, Chine et ailleurs, ça se passe dans des spray dry avec la biomasse qui rencontre un air chaud à 180 degrés et tu comprends bien que ça pose un problème. Voilà, Bien sûr, ça sèche un peu trop fort, effectivement. Et c'est ça. voilà, donc ça, c'était pour vraiment montrer voilà, un peu la situation. Et maintenant, il y a aussi les modes de culture qui sont très, très importants et qui vont entraîner des qualités de spiruline qui vont être différentes. Alors, on va en parler de trois principaux, hein. Il y a en bassin, comme vous avez pu voir sur l'image d'avant, les grands bassins avec du plastique noir, les grands bassins avec le plastique blanc qu'on peut voir sur la première image, et puis des systèmes de photobioréacteurs comme on vous présente en bas, mais il y a d'autres types de photobioréacteurs également, dans des tubes en plastique ou dans des sacs en plastique. En tout cas, ce sont des solutions qui sont étudiées. La problématique du plastique, vous comprenez bien que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. D'accord? Quand quand le soleil euh, touche le plastique, excusez-moi, eh bien, on a la dégradation des microparticules de plastique qu'on va retrouver dans la spiruline. Donc voilà, faut être assez vigilant. Donc quand on achète de la spiruline, il faut faire attention à plusieurs choses. La qualité du nettoyage des bassins, la captation des polluants, des intrants qui sont obligatoires, donc il n'y aura pas de spiruline bio. Ensuite, dans les photobioréacteurs, là, il faut faire attention au modèle justement plastique, la variation des températures, c'est ce que je vous expliquais juste avant, hein, en fonction des types de pays, l'hydrométrie, la température, et ainsi de suite. Vous pouvez avoir des variations qui sont importantes entre le jour et la nuit, et donc une culture qui est un petit peu différente, et une qualité qui va être aussi moindre. Et enfin, une production qui va être limitée dans certains types de photobioréacteurs. Et enfin, on a dernièrement, depuis maintenant quelques années, hein, le laboratoire Xion de chez Zinzino qui a lui développé des systèmes de grands aquariums en fait, qui sont inaccessibles pour l'homme. D'accord? On a juste des tuyaux pour faire rentrer l'air et rentrer l'eau. Et, euh, et en fait, vous avez cette photo-là en bas à droite. Donc, tout est régulé à l'intérieur, l'hygrométrie, l'hydrométrie, la température, les UV, ainsi de suite. Tout ça, c'est géré par l'IA, ce qui veut dire que c'est vraiment une production 24/24. Il n'y a pas d'intrant particulier, en tout cas, il n'y a pas d'adjuvants qui sont mis dedans. Tout est fait de façon naturelle, tout est contrôlé comme vous pouvez le voir avec ces bassins. Et c'est quand même très intéressant d'avoir une qualité de spiruline euh, plus importante. Il faut aussi faire attention à la souche de la spiruline. Bien sûr, il y a plusieurs types de spiruline et ça, Pierre va peut-être nous en parler après, même s'il fait la moue. Mais voilà, donc dans le mode de culture, en fait, il y a différentes choses auxquelles il faut faire très attention quand on achète de la spiruline. C'est le label bio, d'accord? Par nature et dans l'agroagriculture, dans l'aquaagriculture, le label bio ne peut pas s'appliquer à la spiruline parce qu'il y a obligatoirement des intrants. Voilà. Donc, Ce n'est pas que ça, Geoffroy, je me permets de t'interrompre. c'est pas que ça, c'est que d'un point de vue naturel, ce qui est bio doit pousser Non, naturellement, sans adjuvant. non, c'est concernant tout ce qui est cultivé dans l'eau, le label bio n'existe pas en Aussi. France. Oui. Et exactement comme l'aquaponie et tout ça, même si c'est bio, sans intrants délétères et tout ça, on n'a pas droit au label bio. Le bio, c'est ce qui pousse sur Terre. Voilà. Effectivement. Voilà. Donc, en fait, voilà, donc il fallait faire attention au label bio, s'assurer de la provenance réelle de la souche, et puis ensuite identifier la souche pour voir si elle est de bonne qualité ou pas. Je passe la main à Pierre qui va nous parler de la composition, et voilà, à toi Pierre. Oui, alors Geoffroy, je voudrais faire un petit retour sur l'historique. Tu es passé rapidement et un peu trop rapidement à mon goût. Tu as parlé de 3 milliards et demi d'années, ok, On n'a qu'une heure, Pierre, mais c'est pour ça. ouais, Je peux pas tout dire. oui, mais je voudrais préciser que avec la spiruline, on est devant la quintessence de la nature. C'est-à-dire c'est un organisme procaryote
donc pro qui précède, 3 milliards et demi d'années, c'est l'ancêtre de tous les végétaux et de tous les organismes eucaryotes, comme nous, en dehors des croyances religieuses, hein. Donc, on lui doit le respect, ne serait-ce que pour ça, parce que tu vois, les pharmaciens avec qui je bossais, quand ils me disaient, oui, Pierre, la spiruline, c'est la mode et tout ça, je dis, moi, il n'y a pas de souci, hein. Une mode de 3 milliards et demi d'années, moi, ça me convient. Les premiers organismes ont commencé à la bouffer, il n'y a pas que les Aztèques, hein, ça s'est passé bien avant, depuis toujours. Et aujourd'hui encore. Son génome n'a pas bougé, bref, c'est vraiment un organisme exceptionnel, une cyanobactérie exceptionnelle. Au niveau des singularités, elle les cumule, quoi, hein. Et là, on n'aura pas le temps de tout dire. Alors, concernant la composition, parce que là, euh, je demande à toutes celles et ceux qui sont devant l'écran de faire un arrêt sur image et de bien imprimer sur leur disque dur au niveau cérébral de cette composition. Parce que il y a au mois de juin, ça fera 30 ans que j'ai connu la spiruline dans un centre de renutrition où lorsque les bonnes sœurs m'expliquaient que c'est le seul élément qui leur permettait de sauver des vies, alors que moi, je l'avais vu au microscope, c'est contre-intuitif. Je me disais, mais comment un élément microscopique sauve des vies? Et là, devant la composition, on reste quoi? euh, Protides, lipides, glucides, vitamines, oligoéléments, enzymes, pigments, ça correspond à l'exception de la vitamine C, sauf pour certaines souches, il y en a un peu, mais pas assez. Ça correspond à ce qu'on appelle le fond nutritionnel. C'est-à-dire que ce que Geoffroy, Julien et moi, et que tout le monde avons besoin tous les jours, et donc avec la spiruline, en fait, même si quelquefois ça paraît miraculeux les effets que j'ai vus moi à Madagascar dans le centre de renutrition, il ne s'agit pas de miracle. Il s'agit simplement de sa composition qui va combler la moindre carence. Parce que lorsqu'on a des problèmes de santé, bon, en dehors des phénomènes génétiques, c'est simple, hein, soit des carences, soit un excès. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc cette composition, c'est fondamental. Protéines, donc protéines. Alors, protéines, c'est une enfilade d'acides aminés. La vie sur Terre en a choisi 20, 8 essentiels, donc que notre métabolisme ne peut pas synthétiser, et 12 non essentiels. Et là, je vais faire, parce que c'est hyper important, et notamment pour les personnes qui ont passé la cinquantaine, pour éviter le syndrome de sarcopénie, hein, c'est-à-dire une carence en protéines, donc fonte musculaire, et qui engendre d'autres problèmes derrière. Alors, dans l'alphabet, il y a 26 lettres. Ok. Donc, pour bien comprendre ce problème des 8 acides aminés essentiels, il y a une distributrice avec qui je bosse qui s'appelle Amlaka. Et si on lui enlève le A, une lettre, une seule, ben, la pauvre Amlaka, elle va être bien emmerdée pour se présenter. Eh ben, les protéines et les acides aminés en particulier, c'est pareil. S'il en manque un, de manière chronique, on a un gros problème. Et j'en parlais tout à l'heure avec Julien, il y en a un que j'aime bien d'acide aminé essentiel,
c'est le tryptophane. Le tryptophane, il a plein de fonctions, notamment avec sa copine, la phénylalanine, agit sur la satiété, tout ça, ok. Antidépresseur, bref. Mais ce tryptophane, il sert de matière première à la glande pinéale qu'on a derrière la tête et qui est chargée de produire sérotonine et mélatonine, l'hormone du jour-nuit sommeil. Donc, tu vas à la pharmacie, t'achètes de la mélatonine, c'est pas pareil du tout. Pas pareil du tout. Là, il s'agit d'une matière première, en l'occurrence le tryptophane, dont la spiruline est très riche. Il est très fragile aussi, hein, et qui va permettre à la pinéale de faire son boulot, de produire de manière endogène notre propre mélatonine. Et là, tout se passe mieux. C'est pour ça qu'on a des résultats, notamment sur le sommeil réparateur et tout ça, quoi. Voilà. Donc, les protéines, nous avons besoin, selon les cas, entre 1 et 2 grammes par kilo de poids. Geoffroy, tu dois être sur un 70-75 kilos à peu près. Tu as besoin de 150 grammes de protéines par jour. Hmm. Bon, 80 kilos, allez, soyons gentils. Donc, tu as besoin de 100, allez, 200 grammes de protéines par jour. Et pas n'importe lesquelles. Il faut les 8 essentiels. Parce que la viande, les légumineuses, tout ça, il y a de la protéine, oui, mais il n'y a pas les 8 essentiels. Donc, les végétariens sont obligés de super bien gérer les différentes sources de protéines pour avoir les 8 essentiels. Et c'est pas facile. Par contre, les véganes, végétaliens, là, il y a un problème. Mais bon, ça, c'est une longue histoire. Donc voilà pour les protéines. Lipides, donc le gras, mais pas n'importe quel gras. Oméga 3, oméga 6, oméga 9, ça c'est des bons gras dont on a besoin. Glucides, les sucres. Mais là encore, pas n'importe quel sucre. Rhamnose et glycogène stocké dans le foie et les muscles, délivré au fur et à mesure du besoin. Il n'y a pas de shoot de glycémie. Et donc, toi, Geoffroy, j'espère qu'avant ton marathon, tu as fait le stock de glycogène déjà, parce qu'il y a un moment, quand tu n'auras plus de sucre à distribuer pour que les mitochondries te fassent de l'énergie, tu vas taper dans les graisses et tout ça. Bon. Donc, protéines, lipides, glucides, vitamines, vitamines, toutes les vitamines du groupe B, de la B1 à la B12, en passant par la B9, importante pour les femmes enceintes pour éviter le spina bifida. Et même, ça c'est extraordinaire, même pour le géniteur, c'est-à-dire celui qui va produire les gamètes. Si lui est carencé en B9, il y a risque de spina bifida pour le nouveau-né. Donc B9, B8, elles sont toutes importantes. La B12, synthèse des globules rouges, mais synthèse des acides nucléiques, notre ADN. Donc toutes les vitamines du groupe B sont là. Euh, les vitamines liposolubles, les vitamines A, enfin en fait c'est la pro-vitamine A, en l'occurrence bêta-carotène, qui là aussi est transformée en vitamine A en fonction du besoin. La vitamine D, donc toutes les vitamines, protéines, lipides, glucides, vitamines, oligo-éléments, plus de 72 oligo-éléments. Bon, alors les minéraux, le fer, oui, pour la couleur rouge de l'hémoglobine, d'accord, mais trimballe l'oxygène et le fer est hyper important. Mais le sélénium, un anticancer,
le chrome pour lutter contre la résistance à l'insuline pour les diabétiques. Bref, tous les oligo-éléments dont on a besoin. Et toi, Geoffroy, sodium, potassium. Parce qu'un sportif, sodium, potassium, qui fait fonctionner ce qu'on appelle la pompe Na+, K+, qui va permettre, au travers de la membrane cellulaire dont tu vas parler sûrement, dans des petits canaux, avec une différence de potentiel, de faire passer les éléments à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule. Sodium, potassium. Carence en potassium, ça porte un nom, hypokaliémie. Tes jambes, c'est des barres de fer. Et quand tu vois les tennisman au changement de côté qui bouffent des bananes, c'est pas le fruit du hasard, hein. Riche en potassium, la banane. Donc, les oligoéléments, les enzymes, là, les enzymes, c'est le système enzymatique, dont d'ailleurs les oligoéléments sont cofacteurs enzymatiques. Donc, si tu es carencé en certains oligoéléments, le système enzymatique, bah, il va boiter, tu vois. Puissant, anti-radical libre et tout ça. Bref, pigment. Et là, ça devient très, très intéressant. Parce que il y a 3,5 milliards d'années, la spiruline s'est fabriqué un panneau photovoltaïque exceptionnel avec chlorophylle, le sang vert des plantes, caroténoïdes, la spiruline en contient 11, dont le bêta-carotène, et cerise sur le gâteau, exceptionnel, une singularité comme il n'en existe aucune, elle contient de la phycocyanine, le pigment bleu de la spiruline. C'est pour ça qu'on l'appelle une algue bleue. Cyan, en grec, c'est bleu. Et là, la phycocyanine, donc je pense qu'on va en reparler dans les semaines qui viennent parce que c'est un sujet à lui tout seul. Et encore, il faudrait 2, 3, mais 15 zooms pour à peu près épuiser ce qu'on peut dire dessus, quoi, hein. Donc, à partir de ces trois pigments, ce sont des pigments, hein, dans une cellule qui s'appelle le thylakoïde, hein, c'est le panneau photovoltaïque. Et là, voilà. Donc, la spiruline va tirer son énergie et ses polysaccharides pour s'alimenter avec la photosynthèse. Elle est championne, toute catégorie de la photosynthèse. Elle fait mieux que la forêt amazonienne, hein. Voilà, donc cette composition, elle est exceptionnelle. Donc, lorsque vous la consommez, et moi personnellement, depuis 30 ans, je la consomme euh, tous les jours en très très grosse quantité, bon, pour certaines raisons, hein. Et donc voilà, vous évitez toutes les carences. Et il ne s'agit pas d'un simple complément alimentaire, ça va bien au-delà de ça. Mais, comme tu l'as très justement dit, je crois, il y a spiruline et spiruline. Et selon la façon de la produire, les propriétés organoleptiques qu'on est en droit d'attendre de la spiruline sont présentes ou pas. Et j'en reviens au mode de production dont tu as parlé avec les photos d'immenses bassins et des photobioréacteurs. Alors pour que les gens, parce que c'est facile à comprendre, pour que les gens comprennent le problème de la culture en bassin, moi-même je l'ai cultivé 2 ans dans des bassins. Euh, la spiruline, elle, pour faire la photosynthèse, il lui faut de la lumière. OK. Donc, surtout le pourtour terrestre, 30 degrés nord, 30 degrés sud, elle a son quota en soleil. On retrouve
des zones naturelles où elles se développent à l'état naturel. Mais le problème, c'est que dans les bassins dans lesquels elles se développent, elle, à la surface de l'eau, elle va, pour bouffer, elle va chélater, elle va capter le CO2. Elle a besoin de carbonate. Voilà. Pour fabriquer des hydrates de carbone, elle a besoin de carbone. Donc, elle va pomper le CO2. Mais le nitrogène aussi, pour l'azote, pour bouffer. Mais s'il y a des métaux lourds, eh ben, elle va les chélater et tu vas retrouver dans le bassin ben, de la spiruline avec des métaux lourds. Et euh, comment en Chine, il y a une immense production avec 100 hectares de bassins estampillés bio. Hein. Ils ont le label bio chinois. À 30 kilomètres en amont, tu as une zone industrielle avec un fog, des dioxines, des saloperies, tout ça. Mais tout ça, elle va le capter. Et tu te retrouves en pharmacie à acheter une spiruline estampillée bio. Tu sais pas ce qu'il y a dedans et ce qui manque, et surtout ce qu'il y a en trop, et notamment des polluants. Quoi. Et dans ces grandes usines à pharmacie, ils ont une méthode de séchage qui s'appelle le spray dry, où la biomasse rencontre un air chaud à 180 degrés pendant 2 secondes. Tu vas me dire, bon, c'est court. Ça tombe instantanément en poudre. Emballer, c'est peser. On a gagné du temps, donc de l'argent. Mais, problème, c'est que toi, Geoffroy, lorsque tu es à 41 degrés de température, fais le 15. Fais le 15. N'attends pas, hein, parce qu'au-delà, à muerto. Et bien, pour elle, c'est pareil. Voilà. Donc, l'étape séchage, c'est fondamental. 41 degrés max. Et donc, sur le visuel que tu as présenté tout à l'heure, l'option de Zinzino avec les photobioréacteurs, bon, c'est pas un gros mot, hein, les aquariums en circuit fermé. Il n'y a pas de pollution. Et comme tu l'as dit, l'IA, elle peut être dangereuse avec les fake news et tout ça, mais là, elle rend service. Contrôle du pH, tu vois, moi, quand je l'ai cultivé, si j'avais contrôlé le pH 3 fois par jour, c'était un grand maximum. Euh, En dessous de 8,5, tu perds le bassin. Au-delà de 11, tu perds le bassin. Ben, bref, galère. Et là, tout est contrôlé. Ça veut dire qu'au sortir des photobioréacteurs, tu as une qualité du 1er janvier au 31 décembre, tu n'es pas dépendant des cyclones comme on l'est à La Réunion ou en métropole où il y a 6 mois de culture possible à cause du soleil, etc. Tu vois, là, tu as une qualité que tu peux pas avoir dans les bassins. Tu peux pas, c'est pas possible. Et donc, à partir d'une spiruline, euh, comment cultiver de manière safe, ben, on peut extraire la phycocyanine, dont on parlera plus tard, de qualité. Voilà. Donc, tout dépend de la culture et de l'étape séchage aussi. Bon, est-ce que j'ai été suffisamment bref et concis? Parce que là, on n'a pas dit grand-chose. Là, Hein. ouais, on le sait, on te connaît largement. C'était encore passionnant. C'est pas fini. On va te demander encore d'autres infos. Là, on avait positionné ce tableau justement des photobioréacteurs de l'analyse parce qu'on utilise une souche Maxima. Enfin, Zinzino, la culture Alors, photobioréacteur, utilise cette souche-là. euh, Et ça, c'est juste le ok, comparatif, si tu peux nous l'amener. Julien, ok, concernant les souches, Maxima, Platin 6, etc., etc., il y a certaines différences, oui. Moi, perso, j'ai cultivé 4 souches. Il y en a une éthiopienne, alors elle m'a estomaqué. Mais bon, elle n'est pas diffusée. Bref, il y a quelques différences. Mais c'est pas la grande différence, c'est le mode de culture. Ouais.
C'est ça, Hmm. c'est ça. C'est ce qui rentre, c'est ce qui rentre. Et tous les bienfaits, on a voulu un petit peu cibler un petit peu tous les bienfaits, parce que c'est bien tout ce qu'on a expliqué. Mais qu'est-ce que ça apporte concrètement la spiruline? J'avais ciblé de trois termes, hein, sur les sources d'énergie. Surtout voilà, sur les sources d'énergie, améliorer la vitalité. Bon, bien sûr, la source protéinique. Ça renforce forcément le système immunitaire, c'est les propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, ça lutte aussi contre la fatigue, contre les anémies, parce que j'ai vu qu'il y a une personne qui posait cette question. Ça soutient la Oui, alors détox. je vais lui répondre tout de suite, hein, pour une anémie. Mm. La spiruline contient un fer. Elle est très riche en fer, mais il s'agit d'un fer qui est chélaté. Bon, chélaté, c'est un terme grec qui veut dire pris en griffe. C'est-à-dire l'atome de fer, il est pris en griffe dans les acides aminés. Le fer est passé de l'état minéral à l'état organique. Ça veut dire que, un, il est reconnu vite et surtout de manière pérenne, assimilé. On n'est pas dans un problème de stock dans la ferritine où certaines personnes ont des problèmes d'excès de fer de stock. Là, le fer, il est utilisable vite et un problème d'anémie pour une femme qui a des règles abondantes et tout ça, ou beaucoup de sportifs longue distance d'ailleurs ont un Mm. problème avec le fer. Et je me rappelle concernant David Hoss, bon, c'est un trailer ancien équipe de France de triathlon, quatrième au JO de Londres. Et il m'expliquait qu'en équipe de France, leur médecin du sport leur préconisait du tardiféron. Donc là, c'est ce que tu trouves en pharmacie. Bon, il y a d'autres noms de produits, mais c'est la même famille. Et là, le tardiféron, donc supplémenté en tardiféron, attention la dose. Et au bout de quelque temps, l'estomac, il commence à poser des problèmes et la flore intestinale. Ce qui n'est pas du tout le cas avec le fer apporté par la spiruline. Et une femme enceinte ne doit surtout pas être carencée en fer et en B9. Pas que, hein, entre autres. Mm. Donc voilà, c'est alors Et pour les femmes enceintes, alors il y a un bienfait là qui est mal connu, mais qui est très important. La spiruline contient un acide gras. Bon, son nom, tu m'excuseras, mais il est accouché dehors, mais c'est son nom. C'est le dihomo-gamma-linolénique. Voilà, ça s'appelle comme ça. Et il s'agit d'un acide gras que tu retrouves à deux endroits, dans la spiruline et le colostrum. Colostrum, premier lait maternel, c'est ça dont il a besoin le mouflé quand il est né. Il n'a pas besoin de lait de vache, hein. Il a besoin du lait de sa mère et du colostrum. Et donc le mouflé, il va se servir de cet acide gras pour construire son système nerveux central, les neurones. Voilà. Entre parenthèses, ce fameux acide gras aussi permet à la mère d'éviter le fameux baby blues. Voilà. Donc, pour une femme enceinte, c'est exceptionnel. Alors, moi, je me suis toujours bagarré avec les pharmaciens avec qui je bossais parce qu'il y a beaucoup de sur les boîtes de spiruline. Ah, non, pas pour les femmes enceintes, pas pour les enfants en dessous de 3 ans, je crois. Mais quand je leur disais pourquoi, pourquoi, regarde de quoi elle est constituée, c'est quoi qui l'empêche? Ben oui, non, c'est comme ça, les recommandations, point. Au Mexique, ils mettent ça dans le biberon des enfants. À Madagascar, ils sauvent des vies, notamment des enfants, avec la spiruline. Il y a un reportage très bien fait sur Arte en Afrique, alors je ne sais plus dans quel pays du Sahel c'est, où on voit une mère qui a fait à pied des centaines de kilomètres avec son enfant, une fille, squelettique au bord de la mort,
qui va mourir, quoi. Intubée avec de la spiruline, on la voit un mois après rétablie. Donc, tu vois, il y a beaucoup de conneries qui circulent, et notamment sur les packaging de spiruline qu'on trouve en pharmacie. Moi, je me suis engueulé avec les représentants des marques de spiruline. À cause de ça, ils connaissent pas la spiruline, même les pharmaciens. J'ai fait des formations aux pharmaciens, préparateurs, préparatrices, pour que quand ils vendent de la spiruline, ils sachent de quoi ils parlent. C'est pas que un truc, oui, pour on a la pêche. Il paraît que des trailers en prennent beaucoup. Il paraît, oui, c'est bon. Non, non, c'est pas un complément alimentaire, c'est un super aliment. Voilà. Et sur du... Là, c'est moi qui le dis, hein, la règle. Oui, 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 non, mais ça, t'as Ouais, totalement raison. Il y avait la question sur, après j'enchaînerai sur autre chose, sur justement donc là, l'histoire du rein. Je t'avais déjà posé la question la semaine dernière, et tu vois que ça revient encore. ouais. En cas d'insuffisance rénale, le potassium doit être contrôlé. Est-ce que cela peut présenter une problématique particulière ou une contre-indication? Bah, éventuellement, quelqu'un qui a un problème de rein, il serait bien inspiré de consommer de la spiruline et en particulier de la phycocyanine dont on parlera plus tard, hein, Hmm. qui est hépato- et néphroprotectrice, hépato- et néphro-réparatrice, et notamment son action sur les glandes surrénales pour produire l'érythropoïétine et la rénine aussi, Hmm. qui régule la Angiotensin. tension artérielle. Bref, voilà. Ouais. Donc, Donc, écoute, s'il y avait un problème avec les reins, avec les quantités que je consomme, ça se saurait. Ouais. C'est ce que me et, disaient les pharmaciens. Oh, Pierre, tous les jours, des quantités comme ça. Je dis oui, c'est un aliment. C'est comme si tu consommes un riz très riche. Point. C'est un aliment, un super aliment. C'est pas un complément. Bon, et une autre question tu l'as déjà répondu, mais une personne consommant de l'aspirine s'est retrouvée avec un excès de fer. Faut-il surveiller son taux de fer? Tu l'as répondu tout à l'heure, hein, quand on consomme de l'aspirine. Bon, comme tu as très bien oui, expliqué, bah pourquoi écoute, ça. Dixit Jean-Louis Vidalot, donc une sommité en matière de spiruline, et je recommande à toutes les personnes de se procurer certains de ses ouvrages à ce sujet, qui expliquent que jusqu'à 700-800 milligrammes de fer, c'est une dose énorme par jour issue de la spiruline. Non seulement il n'y a pas de problème, mais au contraire. Hmm. Donc, Ouais, on peut y aller. c'est 800 milligrammes? On peut y aller. oui, oui, c'est énorme. Mais le problème des gens qui sont en excès de fer, c'est le stock dans la ferritine. Et c'est sûrement, enfin peut-être, hein, à voir, des gens qui ont un problème au niveau du foie, parce que le foie, parmi les 600 fonctions connues du foie, il y en a une, et le foie, normalement, produit une hormone qui permet d'assimiler le fer correctement, au lieu de le stocker en ferritine. J'aurai la réponse, mais pour, euh, dans quelle action, comment la spiruline, donc là je voulais surtout sur le tube digestif, tu as parlé du tryptophane, l'action du tryptophane sur le tube digestif et en quoi tu m'as toujours parlé des pré- et probiotiques de la spiruline? Oui, bah écoute, la spiruline, elle présente cette singularité d'être à la fois un prébiotique et un probiotique. Et je rappelle, c'est une cyanobactérie. Mhm. Voilà. Donc pour se reproduire, elle se divise en deux, elle, hein. Il n'y a pas besoin de danse nuptiale et tout ça, hein. Elle se Mhm. divise en deux quand les conditions sont réunies, hein. Point.
Il n'y a pas de reproduction sexuée. On est au tout départ de la vie sur Terre, là, hein. Mhm. Voilà. Et donc, c'est quoi ta question déjà? Pourquoi là, comment, enfin, ce que tu as toujours parlé, que c'est pré et probiotique, et par l'apport du tryptophane, tu as, déjà teasé un petit peu l'histoire du tryptophane. Mais j'ai parlé pour la flore intestinale, mais c'est pas que le tryptophane. Hmm. Ben, les fibres, et bon, elle en a pas beaucoup, je crois que c'est de l'ordre de 10-11%. Mais les bonnes bactéries ont besoin de fibres, c'est ça leur nourriture. Les glucides qu'elle contient, je l'ai expliqué, Hmm. ce sont pas des sucres rapides. Euh, donc là, elle va pas alimenter les mauvaises bactéries. Mais l'ensemble de ces composants vont stimuler la production des bonnes bactéries de notre intestin et notamment du mucus qui va protéger l'endothélium de l'intestin pour éviter la perméabilité. Et donc c'est pour ça que les gens qui ont une dysbiose au départ au niveau de l'intestin, quand ils prennent de la spiruline. Oh non, non, Pierre, oh là là, moi, j'ai eu Ah, attention. une chiasse, j'ai eu ci et ça, perturbation. Donc, c'est normal, le temps du rééquilibrage. Donc, ça veut dire que pour ces personnes-là, commencer avec des petites quantités et petit à petit augmenter. C'est Mhm. comme ça. Voilà. Et sur les gens, pour les pathologies cardiaques, quelle action elle peut avoir les problématiques? Pourquoi Ah, ça bah actionne ou écoute, ça améliore les capacités cardiovasculaires? bah écoute, pour éviter les dépôts d'athérome notamment, parce que tu vois, il y a un de ces composants, la fameuse phycocyanine, qui en amont, au niveau du foie, va empêcher ce qu'on appelle la peroxydation des acides gras, parce que c'est le foie qui gère le gras. Et un acide gras oxydé, c'est lui qui forme les bouchons d'athérome. Et quand bien même un bouchon d'athérome est déjà en place, la phycocyanine en particulier va permettre de le dissoudre, pas de le décrocher, sinon le bouchon il est plus loin. Mais ça va au-delà de ça. Il y a c'est une découverte assez récente, bon, il y a quelques années quand même. On a découvert que dans la spiruline, il y a une molécule qui s'appelle le SP6, qui permet de réguler la tension artérielle. Donc son action au niveau de la production de l'hormone, la rénine au niveau des surrénales, qui va agir sur la tension artérielle, le SP6 et tout ça, tu vois, les, la, comment, tout le système cardiovasculaire va s'en trouver bénéfique. Et mais il y a d'autres éléments concernant le système cardiovasculaire, hein, mais c'est une longue histoire, hein. Sinon, on est encore là demain, Oh, c'est clair. Et bah ça, tu me hein. l'as répondu aussi. En cas de ferritine élevée, la spiruline pourrait-elle en soigner le foie, diminuer le taux de ferritine? Par exemple, la phycocyanine, oui. L'aiderait grandement. Oui, mais spiruline et phycocyanine. Phycocyanine. Ouais, d'accord. C'est ce que j'aurais bien pensé aussi. Donc une personne Les dialysée deux peut prendre de ensemble. la spiruline. Ah oui, une personne dialysée, bon, pareil, peut prendre de la spiruline. Alors de Zinzino, pas de Zinzino. Clairement, hein, celle de Zinzino, c'est la qualité des photobioréacteurs. J'hésiterais à mettre une autre qualité, hein, parce que c'est comme on disait depuis le début. Mais sur justement les calculs rénaux, c'est ça que j'ai eu. Sur une personne dialysée, pardon. Peut-elle prendre de la Oui, spiruline? ben les reins fatigués, après, même s'il y a des syndromes particuliers comme le syndrome de Berger, qui est une maladie auto-immune, il y a une errance médicale avec ce syndrome au niveau des reins. C'est-à-dire que le système immunitaire s'attaque aux glomérules, les filtres, hein, que tu as à l'intérieur des reins. Et donc, on peut le dépister
c'est avec du sang dans les urines qui se voit ou qui ne se voit pas auto-immune. Et là, on rentre dans une catégorie un peu différente, mais quand même, euh, la, la perméabilité de l'intestin ben, est au départ d'un très grand nombre de maladies auto-immunes. Hein. Ah, maladie de Crohn et tout ça, ça tombe pas du ciel. La sclérose en plaques et tout ça. Toutes ces maladies auto-immunes, c'est pas le fruit du hasard. Ah oui, non, non. J'étais avec une personne Donc, qui a un problème à lupus, là, là, aujourd'hui. ah ouais, le lupus érythémateux, attention, le lupus, il peut y avoir décès, hein, c'est pas anodin. Hein. Hmm. Ah, ah, ah Puis ouais. Et phycocyanine, très importante et ah oméga 3. oui, oui, à fond, oui, oui, parce que c'est, si tu veux, bon, c'est peut-être pas le sujet de ce Non, non, soir, mais tu euh, vois, je le, me suis dit, je dérape. le microbiote, c'est le premier cerveau, pas le deuxième. Hein. Hmm, totalement. Et la spiruline, c'est une aide incommensurable pour le microbiote. Hmm. Après, les autres questions, j'en ai pas vraiment de plus. Là, Ouais, il y avait alors apparemment. écoute, Ouais, là, il y a mon téléphone qui me dit que ma batterie est un peu un peu là-haut. ric-rac. Je Euh, vais je, continuer, moi, sur l'aspect de la cellule, bon, justement. J'allais d'accord, vous et dire. je, Ok, à tout de suite. Et du coup, je voulais rebondir un petit peu sur tout ce qu'il a dit. En fait, ce qu'il faut piger aussi, je vais essayer d'être rapide pour pas être trop long sur le coup. C'est ce que j'ai voulu mettre en lumière ce soir aussi par le biais de ces images, parce qu'on peut prendre tout ce qu'on désire prendre, comme la spiruline par exemple, ou la phycocyanine, ou du magnésium, ou du zinc, ou d'autres éléments. Mais le fonctionnement de nos cellules, il faut bien la comprendre, qu'il faut qu'elle soit inutilement puisse rentrer, puisse pénétrer dans la cellule. Si on n'a pas cette perméabilité, donc on peut prendre des kilos de spiruline, ça ne rentrera jamais. On n'aura pas l'efficacité, même avec la meilleure qualité de spiruline au monde. Donc ce qu'il faut en premier lieu, c'est justement assouplir cette membrane, assouplir ces membranes. Comment? Je vais vous montrer derrière. J'ai analysé, on a la capacité de pouvoir analyser, savoir si vos membranes sont réceptives ou pas réceptives. J'ai mis en lumière deux tests que j'ai fait moi-même avec des amis et des connaissances à moi. Une connaissance à maman plutôt, à ma mère, et une autre, une connaissance personnelle. Les deux ont des résultats pas identiques au niveau de l'inflammation. Donc ces chiffres, ça veut tout dire et rien dire. 12, c'est la quantité d'oméga 6 dans le corps, ce qui en fait la particularité aussi de la cellule. On a besoin de le corps, on a besoin des oméga 6 et des oméga 3, mais pas en déséquilibre. Donc là, elle a 12 oméga 6 pour un oméga 3. Donc déjà, il y a un problème au niveau inflammatoire, parce que l'oméga 6 est inflammatoire, l'autre 3 est anti-inflammatoire. Et un autre problème chez elle, c'est ici. Donc là, j'ai mis en lumière des chiffres. Ce chiffre-là, qu'on voit ici, 29,5 pour 1, démontre clairement que rien ne rentre, parce qu'à 12 pour 1, aucun nutriment ne pénètre la cellule. Alors 29, vous imaginez très bien que rien de chez rien ne rentre. Et c'est ce qui s'est passé chez cette dame. C'est pour ça que maman m'a conseillé de lui parler, parce qu'elle utilisait des éléments, dont la phycocyanine, mais rien ne marchait chez elle. J'ai de suite capté la problématique. Hein. Et son résultat, 15 jours plus tard, était 29. Donc elle était rassurée, parce qu'elle savait d'où ça venait. 29 pour 1, rien ne rentre. Une autre amie, là, 50 pour 1, très, très, très inflammatoire. Idem, une inflammation, une fluidité membranaire de 24,4. Dans les deux cas, dans ces deux cas-là, rien ne rentre. Donc elle peut prendre après, acheter tout le magnésium de la planète, la spiruline qu'elle veut, tout le doliprane, vous allez même chercher des médicaments, ça ne rentrerait pas. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous démontrer. Donc il y a des analyses qu'on peut effectuer. Vous pouvez revenir vers la personne. Je vous conseille grandement de les faire justement pour savoir où on en est, où la cellule de votre corps en est, sur l'indice de protection, sur la fluidité membranaire, sur votre force mentale, sur votre indice d'inflammation. Tout ça pour vraiment contrôler à votre âge, à ce moment-là, comment est votre corps. Et ça, c'est pertinent. Je voulais teaser un petit peu l'information dans 2 semaines, parce qu'on fait toutes les 2 semaines une conférence avec Geoffroy et avec d'autres experts. Donc là, en ce moment, on se concentre un petit peu sur justement cette cyanobactérie et
sur la particularité de ce jus bleu. Donc ce pigment que vous découvrirez dans 2 semaines, par le biais de Pierre Buisse encore, et de nous-mêmes, et des retours, des témoignages aussi, on pourra mettre en place. Ce pigment est hors norme. C'est vraiment comme il l'appelle souvent Pierre, la quintessence de la quintessence. Et c'est vraiment le couteau suisse pour notre santé, pour notre corps. Ça fait beaucoup de choses. Donc, j'ai pas mis trop. Ça stimule l'immunité, oui. Ça régénère ces cellules, oui. Le comment, on pourra en parler dans 2 semaines. Inviter des gens qui seraient susceptibles de comprendre. Je vous le conseille grandement. Vous avez vu les personnes que vous verrez dans 2 semaines. Et on sera vraiment sur le thème de la phycocyanine, le pourquoi du comment elle agit aussi facilement, pas aussi facilement, aussi correctement, aussi ciblé sur le métabolisme. Déjà, Pierre en a déjà un peu parlé, teasé aujourd'hui, mais donc je vous conseille donc 2 semaines, même heure, même lien. Je pense que je vais conserver le même lien Zoom pour pas embêter le monde. Et puis voilà. Donc je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions pour ce soir, mais voilà un petit peu, voilà, je vous ai partagé des images et un petit peu des visuels sur l'analyse, hein. Sur les oméga 3, j'en ai pas parlé, mais ça sera l'objet d'un autre terme. J'en ai un peu parlé, l'histoire d'assouplir cette membrane. Qu'est-ce qui assouplit la membrane? C'est les EPA, la DHA, surtout les EPA, pour vraiment que les nutriments qui sont ici et les nutriments qui sont ici puissent rentrer dans la cellule. Sans ça, c'est la clé qui déverrouille le reste. C'est tout. Mais là, avec ça, on contrôle, on évalue. On évalue où on en est. Donc voilà un petit peu pour ce soir, ce qu'on voulait vous apporter, les photobioréacteurs, l'intérêt de la spiruline, et encore, on est sur une petite demi-heure, trois quarts d'heure d'information, donc c'est court, même voire un peu plus maintenant, 1 heure. Effectivement, on pourrait rester des heures et des heures, parce qu'il y a plein de questions, d'aspects que la spiruline va agir, et j'en découvre encore, même sur le cerveau, sur les dépressions, c'est hallucinant ce qu'elle peut agir, et surtout ce jus bleu, sur le digestif et autres. Donc ça, on en parlera dans 2 semaines. Donc n'hésitez pas, oui, Geoffroy repositionne le lien YouTube où il y aura le replay pour l'année prochaine, qui sera effectif demain. Je pense sur YouTube ou ce soir avant minuit, si on peut. Donc voilà, je vous remercie à tous. Je ne sais pas si Geoffroy, tu as un apport en plus. Non, Ah, non, écoute, moi je suis pas spécialiste de la spiruline, mais si je peux juste donner mon expérience avec, effectivement, on parlait du marathon que j'ai fait ce week-end. Moi, j'ai augmenté les doses, je les ai multipliées par deux. Alors, j'étais bien loin des volumes que peut présenter Pierre, mais l'assimilation de tout ce qu'on boit pendant un marathon, c'est assez impressionnant et ça m'a beaucoup aidé euh, parce que quand on boit des litres et des litres d'eau, mais de l'eau salée pour éviter la déshydratation, de l'eau avec des carbohydrates, de l'eau sucrée, des fois du Powerade quand il reste plus que ça. On essaie de manger un petit peu, des noix, des bananes, des pâtes de fruits. Donc voilà, là, il y a un corps qui est extrêmement acidifié pendant les 4 heures d'effort par tout ça en fait, hein, le sucre, le sel. Donc voilà, moi ça m'a vraiment aidé et pas du tout de troubles digestifs malgré cette alimentation particulière qu'on peut avoir pendant l'effort. Et pas de coups de mou, pas de difficulté à part à marcher le lendemain, c'est tout, mais ça c'est normal. Mais voilà, donc moi c'est mon retour d'expérience sur la spiruline. Et effectivement, ouais, Pierre est parti, mais moi je voulais aussi le remercier parce qu'à chaque fois, il a ce côté très, très